très, très longtemps, enfin depuis qu'on avait l'âge de 20 ans, quand on partait, en vacances ou chez des copains et cetera, on partait toujours en chambre d'hôte et on avait toujours cette petite idée dans la tête et on se disait: «Un jour, on fera des chambres d'hôtes». On savait pas quand, comment, mais c'était présent et ça nous a jamais quittés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sandrine Gravier, installée avec sa famille depuis 2017 à Rochefort en Charente-Maritime et propriétaire de la maison d'hôte L'Esprit du 8. Vous le découvrirez à travers son témoignage, Sandrine et son mari Pascal ne sont pas des amateurs dans le domaine et se sont lancés dans l'aventure des chambres d'hôtes dès 2001, alors que cette forme d'hébergement était encore peu connue et essentiellement tenue par des agriculteurs à la retraite. Ce n'est qu'en 2017 qu'une envie d'ailleurs, de nouveauté, les conduit dans une région qu'ils affectionnent depuis longtemps et qu'ils se lancent dans un projet d'envergure avec 5 chambres d'hôtes et 2 gîtes. Ce qui avait été fait de façon assez spontanée et ludique en 2001 s'est transformé en un investissement conséquent où les enjeux ne laissaient pas de place aux incertitudes et leur plan d'action a été tout autre. J'espère que le témoignage de Sandrine vous apportera un nouveau regard sur le métier d'hôtelier et vous aidera à construire votre propre projet de création. Bonne écoute à tous! Bonjour Sandrine. Bonjour Laura. Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir. Merci, c'est gentil. Alors, avec ton mari Pascal, vous avez racheté en 2016 l'ancienne sous-préfecture de Rochefort-sur-Mer pour créer une maison d'hôtes, l'Esprit du 8. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît, nous dire quelques mots sur l'Esprit du 8, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sandrine. Nous, on a donc, créé une structure, de 5 chambres d'hôtes et de 2 studios, pour l'instant dans l'ancienne sous-préfecture et voilà, on est à Rochefort depuis, 3 ans. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert et on avait une autre expérience de chambre d'hôte avant depuis 2001 dans une autre région. Très bien. Alors, si je me trompe pas, tu as fait des études d'histoire de l'art. Alors, comment est né le premier projet de maison d'hôtes, justement, en Normandie? Alors, rien à voir avec mes études, mais nous on partait, depuis très, très longtemps, enfin depuis qu'on avait l'âge de 20 ans, quand on partait, en vacances ou chez des copains et cetera, on partait toujours en chambre d'hôte et on avait toujours cette petite idée dans la tête et on se disait: «Un jour, on fera des chambres d'hôtes». On savait pas quand, comment, mais c'était présent et ça nous a jamais quittés et on l'a fait, en 2001, on s'est jetés à l'eau et proche Paris, à 80 kilomètres de Paris, on a ouvert nos premières chambres d'hôtes. Enfin, c'était tout petit, hein, mais voilà, c'était notre première expérience. Vous aviez tous les 2 une activité, principale, j'imagine, Non, on ou avait vous tous les avez 2 notre activité, enfin, on était parisiens. Bon après, plus ou moins autour de Paris, on s'est un peu éloignés, mais on travaillait tous les 2 et en fait, il y en a un donc Pascal a gardé son activité de salarié et on a créé les chambres d'hôtes à la campagne, en Normandie. Lui, il continuait à faire la route et moi, je gérais l'activité. Donc moi, j'ai tout lâché et c'était pas c'était mon activité principale, mais c'était une activité, secondaire, on va dire, hein. C'était un coup d'essai, on va dire. vous aviez déjà une maison ou vous avez dû faire l'acquisition d'un nouveau bien? Alors en 2001, on a déménagé pour faire l'acquisition d'un nouveau bien et puis, là, on a redéménagé donc, en 2017, là, pour le coup, pour en vivre, à 2 sur un gros projet. D'accord. On va d'abord détailler le 1er si tu veux bien. Comment vous avez, organisé ce projet? Comment vous l'avez construit? Ah bah, alors, en 2001, c'était très, très, simple. Enfin, nous, on s'est pas trop posé de questions parce qu'on prenait pas de risques, financiers. Donc, on a acheté une maison normande typique avec des dépendances. On a fait nos travaux, on n'a pas créé de société, enfin, c'était vraiment, hyper simple. On s'est pas posé de questions, pas de business plan. C'était, très,
c'était ludique en fait, hein. C'était vraiment, l'histoire de voir si ça marchait, puis ça a marché. Mais il y avait pas vraiment de calcul. Vous aviez quand même choisi que ce serait des maisons d'hôtes et pas des gîtes? Ça, on savait que c'était des maisons d'hôtes, gîtes, on n'y a même pas pensé, à vrai dire. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir du contact. Enfin, je dis pas que dans les gîtes, on n'a pas le contact, mais en chambre d'hôte, c'est quotidien. Donc nous, c'est ce qu'on souhaitait faire. Puis on avait que 2 chambres, hein, c'était petit. Enfin, après, on est monté à 3 et après, on a acheté une maison pour en faire un gîte. Donc après, on s'est retrouvés avec 3 chambres d'hôtes et un gîte et c'est là qu'on s'est dit: «Ben, on est à l'étroit, on peut plus développer, on n'a pas le bon emplacement». Donc voilà, on avait fait le tour, en fait, de notre activité, proche Paris. Est-ce que tu avais fait le choix de te former justement pour, réaliser ce projet-là? Alors à l'époque, ma formation, j'avais fait, des formations Gîtes de France. Je sais pas si ça existe toujours, mais on avait fait ça. Alors c'était un peu le guide du créateur, mais bon, c'était quand même assez, basique, hein. Je me rappelle, il y avait des thèmes déco, des thèmes, fiscaux, jardin, mais c'était pas très, très évolué. Puis en plus, c'est surtout qu'il y avait plein de profils différents. Donc chaque cas étant différent, on n'y trouvait pas forcément son compte. Donc c'était vraiment tout ce qu'on avait fait. Après, on s'est débrouillé tout seul. Et justement pour les démarches de classement, j'imagine ayant fait la formation auprès de France, tu l'as fait aussi dans la foulée, Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On s'est fait guider. Puis à l'époque, il y a 20 ans, en fait, Gîtes de France, c'était, les leaders. Enfin, moi, je connaissais que ça, hein. Donc je partais toujours en chambre d'hôte Gîtes de France avec le guide papier. Enfin, ça a beaucoup changé. Comment as-tu trouvé des informations? Comment, tu es allé puiser des inspirations? Puisque justement c'était encore très peu développé, très peu mis en avant, et accessible. Non, mais on a puisé nulle part parce qu'en fait, heu, moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, déjà, les chambres d'hôtes étaient toutes à la campagne. C'était pas, trop envisageable de faire ça en ville. C'était beaucoup de femmes d'agriculteurs. Il y avait pas beaucoup de choix. Enfin, c'était toujours un peu les profils de maisons, de déco. Bon, c'était nous, ça nous a pas vraiment inspirés, hein. C'était après, nous, on a fait ce qu'on jugeait bon de faire, mais sans s'inspirer de ce qui existait déjà, hein. J'avoue qu'on n'a pas trop regardé, hein. Comment tu as fait pour rédiger tes conditions générales de vente, tes documents commerciaux, pour savoir ce qu'il fallait mettre comme mention légale? Ah bah, premier projet, c'était vraiment tout Gîtes de France. Dès qu'on avait une question, enfin, on a pris les systèmes de réservation Gîtes de France, les contrats, c'était vraiment ça qui nous guidait. On n'avait même pas de site internet quand on a ouvert, hein, Ah oui? ça paraît hallucinant, mais oui, oui, il y avait pas de site internet. On a dû faire, je sais pas, je pense qu'on a dû rester 2 ans sans site internet. En fait, on démarchait les salles de mariage qui nous envoyaient, ils nous mettaient sur leur liste. En fait, ça c'est le fonctionnement, c'était le Moyen Âge, en termes de référencement, tout ça, c'était les guides papier, donc on peut pas comparer, hein. Et quelle était ta clientèle à ce moment-là? Alors ma clientèle était très parisienne, parce qu'on était à 80 kilomètres et puis, beaucoup de mariages, pas mal d'étrangers parce qu'on était sur des guides anglais et on avait fait un peu de presse, donc du coup, oui, on avait pas mal d'anglais. Hem et on a arrêté en 2000, juste avant de vendre, en fait, on a arrêté en 2017 et jusqu'au dernier moment, c'était à peu près la même ouais, les mêmes hôtes, hein. Ça avait pas beaucoup évolué sauf le taux de remplissage. Bon, après, va augmenter, puis après, il y a le site internet, tout ça, qui se met en place. C'était assez limité sur les étrangers quand même, hein. C'était anglais, belges, hollandais et beaucoup de parisiens. À cette période-là, tu pouvais déjà te dégager un salaire? Ouais, ouais, ouais. En fait, au début, ça a commencé doucement et rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Ça correspondait peut-être aussi à un tournant sur les chambres d'hôtes où finalement, les, enfin, si on peut parler de concurrence, c'était pas vraiment de la concurrence, c'est des gens avec qui on travaillait, d'autres chambres d'hôtes qui étaient assez âgés.
et nous on avait 28 ans donc en fait, c'était un peu différent de la chambre d'hôte, il y a pas beaucoup de chambres d'hôtes jeunes, enfin à ce moment-là, c'était beaucoup d'agriculteurs, retraités ou proches de la retraite, hein. D'accord. Alors comment est né le deuxième projet, cette envie de déménager, de tout, recommencer? Alors le deuxième projet, c'était, on partira en Charente-Maritime quand on sera à la retraite et puis finalement on s'est dit: «Oh non, on peut plus, il faut qu'on parte vite, vite». Donc on a commencé à chercher, on a fait un peu toute la côte atlantique et on s'est dit: «On veut quelque chose, d'assez gros pour nourrir toute la famille, quoi. Là, on veut en vivre vraiment». L'objectif, c'était de vous y mettre tous les 2 à temps complet là, cette fois-ci? Oui, ouais, complètement, complètement. Parce qu'en fait, on se rendait bien compte que, de toute façon, c'est un investissement de la famille, total, hein. Donc si le conjoint, le mari, enfin, n'est pas partisan de l'aventure, je pense que ça marche pas très bien, quoi. Enfin, à mon avis, ça c'est personnel, mais et nous tous les 2, on était hyper motivés. C'est ce qui nous motivait, c'était notre business à nous, quoi, finalement, pas d'être salariés, nous, on vivait pour les chambres d'hôtes, hein, donc on savait que tous les 2, c'était la finalité qu'on le fasse tous les 2. Et pourquoi les Charentes-Maritimes? Vous vous rapprochiez de la famille ou c'était juste, une destination qui vous emballait? C'était la Non, on aimait bien, on venait tout le temps en vacances. On connaissait bien le coin et donc c'était pas le hasard, en fait, hein. On a vu beaucoup de maisons autour et Rochefort, on venait tout le temps, donc c'était un peu évident. Vous avez vendu la maison dans laquelle vous aviez déjà développé les chambres d'hôtes en tant que maison ou en tant qu'activité de maison d'hôtes justement? Alors, nous, on n'était pas en société, donc on réintégrait tout dans nos revenus, on était en micro-société, quoi, donc du coup, on n'a pas revendu notre activité. Par contre, les gens qui ont repris ont ont fait des chambres d'hôtes. On Ouais, souhaitait ouais, continuer. ouais. Bah, ça se prêtait bien, hein. C'est vrai que tout était en place, voilà, on a fait tous les travaux, toutes les salles de bain étaient au bon endroit, donc ça se prêtait bien et mais ouais, non, on a revendu notre maison, quoi. Et vous aviez anticipé que ce budget-là vous permettrait de réaliser le nouveau ou est-ce que vous aviez besoin d'ajouter, de l'argent en plus? Qu'est-ce que représentait ce nouveau projet en termes de budget? Non, oui, oui, on a rajouté. On a eu des difficultés à trouver les prêts parce que, en fait, on a regardé dans notre environnement, enfin les banques qui étaient, régionalement près de chez nous en Normandie et on n'a pas trouvé l'aide, voire même on nous a un peu découragés. Moi, mon activité, leur paraissait, secondaire, enfin i nous on avait toujours un retour très négatif en fait, donc on s'est tourné vers des banques, sur Rochefort et là on a trouvé, des oreilles, qui savent, ce que c'est que le tourisme. Ce qui était un peu différent en fait, nous, et donc du coup, mais au début ça a été compliqué. C'était compliqué, il a fallu prouver, bah, déjà que c'était un métier parce que, voilà et ça c'est un peu difficile à entendre pour certains. Donc il a fallu, enfin voilà, vraiment bien travailler le dossier pour obtenir des prêts. Donc cette fois-ci, vous aviez la nécessité de créer un business plan, de vraiment, faire un prévisionnel, de le construire comme un projet professionnel Ouais. OK. Et comment vous avez fait ça justement? Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que c'est des heures de travail tous les 2 à faire de la rédaction? Oui. Bah, on a déjà, tout de suite, vu, par contre donc sur notre ancienne, résidence, on est allé voir un comptable, pour travailler le plan d'affaires prévisionnel et on a travaillé, avec, bah, pour tout dire, c'était, Fiducial parce qu'en fait, ils ont des antennes régionales, donc on savait qu'on serait suivis. Si on changeait de région, on savait qu'on serait suivis. On a vu aussi un avocat fiscaliste qui dépend aussi de ce système,
Donc ça s'appelle Sofiral et pour trouver aussi l'équivalent en Charente-Maritime, pour tout ce qui est statut de la société. Enfin, moi, j'étais un peu perdue, je suis voilà, j'ai une formation d'histoire de l'art, mais tout ce qui est, compta, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc on s'est fait aider. Après, Pascal, lui, maîtrisait mieux, ça que moi, donc moi, je me suis un peu laissée porter par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on s'est fait aider parce que si on fait des erreurs, hein, sinon, c'est clair que ça commence à devenir un peu compliqué, hein. C'est, un budget ça aussi, cet accompagnement, mais avec le recul, est-ce que tu penses que c'est indispensable et que ça permet, justement de construire sereinement et que ce soit périn, on va dire? Alors, c'est indispensable, mais après ça dépend de la taille de son projet. Enfin, nous, c'est notre activité, principale, notre résidence principale, on a tout investi dedans, faut pas se louper, quoi. Donc c'est clair que on était obligés de faire ça. Après, bon, c'est pas pareil pour tout le monde, hein, ça dépend du risque financier qu'on prend, hein. Mais nous, il est quand même, conséquent, quoi. Donc c'était obligatoire. Puis de toute façon, c'est pas notre métier, il y a des choses qu'il faut savoir. Enfin, il y a des choses auxquelles on pense pas, sur les frais, les cotisations, et quand on n'a pas sa propre société, ben, on découvre, les choses, hein, donc il faut se faire impérativement aider, moi, je pense. Le plan d'affaires, il vous a servi uniquement pour la demande d'emprunt ou est-ce que finalement il a eu d'autres utilités? Bah, oui, essentiellement pour avoir le prêt parce que, après on est proche de ce qu'on avait envisagé, donc pour l'instant on n'a pas de difficulté. Après je sais pas trop, quel usage, bah, c'est bien de voir qu'on avait raison, quoi, enfin de voir qu'on est dans les lignes de ce qui était prévu. Donc c'est important. Je pense que ça peut aider à se projeter aussi, à anticiper, comme tu le disais, certaines choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et que, c'est aussi un support qui peut rassurer et mettre en confiance pour lancer l'activité également, même si voilà, c'est uniquement du papier, mais ça nous permet, en tant que porteur de projet, de vraiment visualiser, à court et moyen terme. Exactement, puis ça permet de chiffrer. On est obligé de chiffrer des choses q des fois on se dirait: «Bon ça c'est pas très important», je sais pas, le coût des petits déjeuners, enfin je dis des trucs bêtes, mais c'est vrai que quand on se lance sur une activité, on se rend pas trop compte de certains frais, certaines choses au quotidien et tout, et ça, on est obligé de tout compter. Et ça permet un peu de se dire, faut pas partir dans tous les sens, on peut vite dépasser son budget, on peut être très généreux, hein, en chambre d'hôte, enfin, nous je pense qu'on est très généreux, mais le fait de écrire tout ça et de bien, mettre des chiffres en face des cases par rapport à tout ce que ça coûte, et ben, c'est quand même très important pour, garder ça en tête après, quoi. Avez-vous eu besoin de faire une étude de marché? On l'a fait tout seul, enfin on n'a pas concrètement, on n'a pas développé, mais nous, enfin on était tellement à fond depuis longtemps on connaissait tout par cœur, on avait, tout ratissé, hein. Donc oui, l'étude de marché, on l'avait faite, que ce soit, sur la région et même, on a été tourné un peu plus loin autour, on savait exactement quelle était entre guillemets «notre concurrence». C'est pas toujours, comme ça qu'il faut le voir, mais les, les facteurs touristiques, le taux de remplissage de certaines autres structures, ouais, on a fureté partout. Dès la création, vous étiez sur 4 chambres, il me semble, la cinquième est venue un peu plus tard? Oui, la cinquième est venue plus tard. C'est une très grosse bâtisse et il y avait déjà des locataires, dans une partie de la maison, et ça nous a un peu freinés pour faire la cinquième chambre, parce qu'il a fallu c'est un peu compliqué, mais il a fallu empiéter sur leur séjour pour, créer une salle de bain. Et donc du coup, on a attendu qu'ils partent, gentiment pour faire la cinquième chambre. Mais l'objectif, c'était 5 chambres et 2 studios, 3 studios à terme. Il n'y avait pas de travaux de structurels, il me semble. C'était plus de l'aménagement, de la décoration. Ça faisait partie de vos critères de choix pour le bâtiment, j'imagine? Bah, dans nos critères, nous, on aurait pris, avec beaucoup de travaux, sans travaux, enfin,
On n'avait pas d'idée, hein, vraiment. On a visité 30, ouais, on avait visité 32 maisons. On était prêts à faire des très, très gros travaux, enfin des avec architecte, tout. S'il y avait eu des grosses modifications, on aurait fait. Mais là, quand on a visité, c'était super évident, il y avait un palier, il y avait 5 portes, il y avait 5 chambres et plus ou moins 5 salles de bain, attenantes. Il y avait très peu de modifications, ouais. Donc c'était voilà, ça s'est trouvé comme ça, mais on était prêts, à faire beaucoup de travaux. Enfin, je trouve que déjà, on en a fait beaucoup. Ah oui. Et vous les avez fait vous-même ou vous avez pu faire appel à des artisans? On a fait appel à des artisans parce qu'on n'avait plus de revenus du tout nous, hein, donc là, il fallait quand même aller vite, pour ouvrir, rapidement, au plus vite et donc on a fait appel à des artisans parce que je pense qu'on y sera encore et il y avait 5 salles de bain à faire, enfin en tout on en a fait 9. Il y avait, ouais, c'était toute l'électricité à revoir, là il faut nous c'est pas notre métier. Après nous on a fait tout ce qui était peinture, puis des petits, enfin les trucs qui prennent du temps, les ponçages de parquet, les rénovations, enfin il y a on a fait plein de choses, hein, on fait plein de choses, mais c'est vrai que tous les 2 là, c'est ingérable et il y a trop, c'est trop grand. Il a fallu ouvrir assez vite quand même donc En combien de temps vous avez, ouvert? on a ouvert, on a dû faire 8 mois de travaux et bon là on en fait encore, hein, tous les hivers, là on est tout seul, on fait nous-mêmes, mais oui on a fait 8 mois de travaux pour ouvrir en mai. Sur quel statut juridique vous avez fait le choix de vous créer? Alors on est en SAS. Alors, me demande pas pourquoi. En fait, c'est bon alors après ouais, après ils ont tout étudié, c'était a priori ce qui était le mieux pour nous. Il y a une histoire de couverture sociale, donc voilà. SAS, c'était le choix qui a été fait. Donc vous avez un salaire, mensuel, Ouais, c'est pas fonction des revenus que vous non, collectez au fur et à mesure? ouais. D'accord. Je voulais savoir si vous aviez fait des démarches de classement cette fois-ci également, auprès de Atout France ou Gîtes de France? Alors là, on voulait pas du tout, être Gîtes de France, parce que ça on trouvait qu'on se débrouillait presque mieux sans. Donc on n'a pas renouvelé. On a un agrément préfecture, qui est donné par l'Office du tourisme, et c'est tout. Donc pas de label, ni clé vacances, rien du tout. Totalement indépendant. Mmh. Ouais, En ce qui concerne la grille tarifaire, comment vous l'avez établie? c'est nous-mêmes qui l'avons faite, mais après on en a parlé avec les gens qu'on a rencontrés aux offices du tourisme et cetera, donc ça a été validé, on va dire. Mais nous, on l'a fait fort de notre expérience finalement, de tout ce qu'on voyait quand on partait en vacances, de la ville, de la région. C'est nous-mêmes qui avons, estimé en fait le tarif de nos chambres. Tu as pas de toute façon personne te dit vraiment, voilà, hein, c'est une estimation. Après, tu essaies de te positionner par rapport aux autres, par rapport, aussi au prix du mètre carré. Enfin, après, tu as des régions plus ou moins chères, plus ou moins touristiques et puis des prestations qui font que nous, on s'est plutôt, positionnés un peu haut, mais on pense que c'est le juste prix. Vous avez fait le choix de mettre à l'honneur le design et notamment les femmes designers du 21e siècle. Comment est venue cette idée-là? Alors, on avait pas mal de pièces chez nous, pas mal de lampes, pas mal de meubles. On est un peu chineur, voire même beaucoup, donc on a déménagé énormément de choses. Mais le projet, on l'avait déjà avant. Enfin, on s'était dit: «Si on refaisait des chambres d'hôtes, ce serait certainement lié, au mobilier, au design, à l'architecture». On savait que ce serait dans ce domaine-là et et en fait, on a regardé dans ce qu'on avait. On avait 5 chambres et on s'est dit que les femmes, elles étaient pas souvent mises, en avant donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. D'accord, vous aviez déjà au fil des années collectionné, des pièces. Vous les avez pas achetées dans l'idée d'ouvrir la maison d'hôtes au moment où vous avez lancé ce deuxième projet? Non, je pense enfin, je
peut-être qu'on a dû acheter, 2-3 trucs, mais franchement, je pense qu'on en avait, 80. Et cette fois-ci, quel profil de clientèle vous souhaitiez viser? Alors on n'avait pas trop d'idées, hein. On savait pas trop, on connaissait bien la région, mais on connaissait pas le tourisme ici, parce que c'est vrai que quand tu changes de région, ben, c'est ça fonctionne pas forcément de la même façon. On savait qu'on voulait des étrangers. Ici, on nous a dit: «Ah mais non, mais il y en a pas». Ah bon? Mais finalement, on en a, 80. Ah bah, Donc d'accord. ça on les a. Et ouais, ouais, c'est très bizarre. Des fois, on a des idées, on nous a dit: «Non, mais il y a pas d'étrangers ici l'été». Et voilà. Et puis c'est quand même plutôt des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Mais après, on a aussi des petits jeunes, des fois, qui se font plaisir un petit week-end en chambre d'hôte, on a un peu de tout, hein. Franchement, c'est très variable. On a pas mal de professionnels. On est en centre-ville, donc c'est vrai que ça aide aussi. On avait fait ce choix aussi pour pouvoir travailler l'hiver. On s'était dit: «On veut être en centre-ville pour ne pas que ce soit trop saisonnier au niveau du tourisme». Vous êtes ouvert toute l'année ou vous avez quand même une période, de fermeture? Officiellement, on est ouvert toute l'année et officieusement, on se ferme quelques jours régulièrement sur notre planning. Bon, normalement, on devrait être, fermé là en ce moment, mais on avait le droit d'ouvrir. Et vu qu'on s'est dit qu'on était confinés chez nous, ben, on s'est dit: «Si du monde vient, on prendra». Et finalement, on travaille bien parce qu'il y a pas mal de professionnels, il y a pas mal d'hôtels qui sont fermés. Et donc bah, là, on a du monde. Ce soir, on est plein. Sur quelle plateforme de réservation vous êtes référencé? Bah, je pense qu'on est sur, tout. Non, je sais pas, mais on est sur, les principaux, on va dire. Après, nous, on a notre site internet, qui fonctionne très bien en direct. Donc ça, c'est bien, surtout cette année. Heu, mais sinon, on est sur Booking, Expedia, enfin Airbnb, je m'y suis pas mise, pour les chambres d'hôtes, mais je pense que je vais peut-être le faire. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne bien, donc après, je sais pas s'il faut multiplier ou pas, mais en tout cas, on est sur les principaux. Est-ce que, les réseaux sociaux te permettent d'avoir des demandes de location? Ouais, ça commence. En fait, j'en ai eu, cet été, ça a commencé. J'ai des pas des demandes de réservation, mais plutôt des gens qui nous voient sur les réseaux sociaux et qui transforment, derrière. Après, ils vont sur notre site internet et qui réservent. Une fois qu'ils sont là, ils me le disent. J'en ai quelques-uns qui ont pris contact, via Instagram. Donc ouais, c'est plutôt positif. Donc c'est un bon, vecteur de communication, c'est clair. Vous avez fait, un site internet. Est-ce que vous avez fait appel à un prestataire pour l'identité visuelle, de la maison d'hôte avec un logo, le site internet et cetera? Ou vous avez fait vous-même? Alors le site internet, on l'a fait faire par, en fait, pour faire court, on avait des chambres d'hôtes, qu'on connaissait, qui étaient un peu notre modèle. Et on leur a demandé, qui avait fait leur site internet. Donc ils nous ont donné le contact, parce qu'on trouvait que c'était très réussi. Alors c'est dans une autre région, donc c'était pas juste à côté de chez nous. Donc on est passé par cette entreprise pour faire notre, site internet. Après tout ce qui était logo, tout c'est enfin après, on a quand même bien dit ce qu'on voulait, hein. On s'est pas trop laissé, faire, voilà, on savait ce qu'on voulait pas. Donc mais on est passé par quelqu'un, bien sûr. Enfin, nous, on sait pas faire ça, hein. Comment tu travailles ta communication? Je pense notamment aux réseaux sociaux, mais peut-être, plus globalement? Alors, bah, il y a pas trop de calcul, hein. En fait, localement, je pense que maintenant les gens nous connaissent bien. Ça a été un peu long parce que souvent on connaît pas les hébergements ou qui sont juste à côté de chez soi. En travaillant le relationnel, les commerçants, donnant sa carte, ça commence à fonctionner. Après, les réseaux sociaux pour le référencement, Google. Hem, je sais pas, il y a pas trop de calcul, mais c'est moi je suis toujours un peu en train de regarder ce qui marche, sur quel support on pourrait se mettre. On a eu la maison France 5, alors ça par contre, ça nous a énormément aidés. Donc dès qu'on a ouvert.
Bon là, bah, là c'était pas un choix, enfin on n'avait pas espéré à l'ouverture avoir la maison France 5. Est-ce que tu sais comment ils vous ont trouvé? En fait, je crois qu'ils ont contacté, le comité départemental du tourisme et nous, on avait fait une journée portes ouvertes, pour, l'office du tourisme, enfin les élus. On les avait fait visiter, on les avait fait venir et quand la maison France 5 a contacté, le CDT, ben, il y a quelqu'un qui a donné notre nom. C'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que tu es souvent sollicité par la presse, par d'autres médias? Ouais, on est sollicité, on a eu, la maison créative, on a fait Sud-Ouest, ouais, on en a quelques-uns. Moi, j'espère qu'on va en avoir d'autres. Est-ce que toi, tu en démarches certains? Je pense aussi aux influenceurs, pour faire des partenariats? Alors non, pas encore. J'ai pas encore travaillé ça, j'y pense, mais c'est vrai que normalement on fait ça l'hiver. Mais là, vu qu'on travaille beaucoup, on a du mal à dégager du temps, ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est la période où normalement, on se pose et on fait tout ça, quoi, mais là, Alors la période est chargée. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien avec Pascal, justement? alors, café, café quand on se lève et enfin pas c'est presque toute la journée et puis, non mais, il y a une gestion, quand on a du monde, tous les jours là en ce moment, c'est, beaucoup de gestion de linge, le lave-vaisselle qui tourne énormément, tout ce qui est, petit déjeuner le matin, ça prend pas mal de temps. Refaire les chambres, ouais, c'est là, on est dans le jus donc en fait, l'administratif là, on a beaucoup de mal à en faire et ouais, les journées ça s'arrête quand on se couche, en fait. Quand on Voilà, tombe. voilà. Est-ce qu'il y a une partie de vos tâches, que vous avez déléguées ou qu'en tout cas vous aimeriez pouvoir déléguer? Le ménage, là, j'ai pris quelqu'un enfin là, cet été, on a pris quelqu'un, parce que, il y a un moment où on peut pas tout faire. Voilà, donc après il y a des choix qui se font, mais en tout cas sur le ménage là, j'en fais aussi beaucoup, hein, bien sûr, même Pascal, il en fait beaucoup. On s'est bien équipés avec plein d'appareils, super, efficaces. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est trop. Donc si on veut privilégier, l'accueil, passer du temps avec les gens, on peut pas être partout. Donc ça, on a délégué le ménage et on a enfin une partie et on a délégué, tout ce qui est lavage des housses de couette. Parce que, ça, c'était physiquement, il y a un moment, c'était plus possible, quoi. Tu avais une machine à laver, on va dire, familiale, traditionnelle ou tu as investi dans des équipements, semi-pro ou professionnels même? Alors 2 machines à laver semi-pro, 11 kilogrammes et 2 sèche-linges semi-pro, qui doivent faire 11 kilogrammes aussi, ouais. Mais en fait, on gère, tout ce qui est serviettes, tout ce qui est draps-housses, tête d'oreiller, plus, moi je mets du tissu pour les petits déjeuners sur les serviettes de table et tout, donc ça fait une quantité de linge, qui est énorme. Donc ouais, il faut que la nuit quand ça tourne, on ferait que ça tournerait toute la journée quoi. Il faut enfin nous on puis sur les gîtes, c'est pareil, on fournit le linge, donc ça fait beaucoup. Et tu parlais des équipements qui te facilitent la vie justement. Est-ce que tu as 2-3 petits conseils à nous donner sur, les équipements qui sont pour toi indispensables ou qui peuvent vraiment, faciliter, le ménage? Un aspirateur Dyson à tous les étages. À tous les étages, bah oui, comme ça on À tous trimballe les pas, étages. Voilà, sur batterie, pas de sans fil. fil tu veux dire? Ouais, sans Ah fil, oui, d'accord. ouais. Enfin nous, on a des escaliers enfin voilà, sinon on s'en sort pas. Quand on investit là-dedans, on s'est dit: «Ouais, c'est génial». Et les vitres, par exemple, c'est toi qui fais les vitres de toute la maison? Ouais, alors je fais les vitres. Là, j'ai investi dans un Karcher, enfin un petit appareil,
À main, c'est pas très ouais, c'est pas un truc, super élaboré, mais on a pas mal de baies vitrées et de fenêtres où c'est possible de le faire, donc j'ai investi là-dedans. Mais sinon, on fait venir, une entreprise, en tout cas 2 fois par an pour la véranda, parce que ça, voilà, il y a un moment, sinon on ferait que ça. Et alors, je te cache pas qu'on fait quand même beaucoup de ménage, hein. Vous avez chacun vos tâches réparties? Est-ce que vous avez vraiment une sorte de planning où vous vous dites: «Ben, le lundi de 10 à 12 c'est ça?» Ou c'est plus, on va dire, spontané et improvisé, mais finalement, ça roule comme ça et ça vous convient? Alors c'est plutôt spontané, mais finalement on fait pas toujours les mêmes choses, mais sans se le dire, on a un peu chacun son domaine, voilà. Mais c'est pas organisé, concrètement, et moi je peux passer l'aspirateur, enfin voilà, ça c'est pas du tout, non, il y a pas de calcul, hein, mais par contre ça roule. Enfin, on se le dit pas le matin, on a chacun trouvé sa place, chacun «ses tâches» entre guillemets, et ça se passe bien. De toute façon, faut être efficace, hein. On n'a pas le temps de de se dire, «Je fais ça, tu l'as pas fait, gna gna gna», c'est pas possible. J'imagine, oui, les disputes: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais Oui, oui, non!» non. Qu'est-ce que tu préfères, faire justement dans ton quotidien et à contrario, qu'est-ce que tu ne supportes plus ou ce dont tu te lasses? Alors, je pense qu'il y a pas grand-chose dont on se lasse, parce que sinon on n'aurait pas recommencé un projet aussi gros après, l'avoir déjà fait, pendant 17 ans. Donc on aime ce qu'on fait. Après, je trouve que de temps en temps, c'est très rare, hein, je pense que c'est un infime pourcentage, mais je trouve qu'au niveau du comportement des autres, nous, quelquefois, il faut vraiment apprendre à prendre sur soi pour pas il y a des fois un certain comportement où moi maintenant je commence à avoir du mal à me dire, je dis rien parce qu'il faut rien dire, mais j'ai un peu de mal maintenant à être, hyper tolérante, sur certains aspects. Je sais pas comment dire ça, gentiment, mais voilà, mais ça se passe à 99 de fois, c'est super, quoi. Mais en fait, je pense que le fait d'être en centre-ville, nous amène des fois, des gens qui nous choisissent pas, et il faut arriver à gérer, une clientèle hôtelière qui arrive en chambre d'hôte en pensant qu'on est un hôtel, et des fois, c'est pas toujours facile. Voilà, ça faut en vieillissant, des fois, j'ai plus de mal des fois, j'ai envie de dire ce que je pense, quoi. Mais il faut apprendre à se taire. Il faut rester cordial. Ouais, voilà, faut réussir à prendre sur soi. Bon et au contraire, est-ce que tu as une anecdote qui te donne toujours le sourire et qui, bah, permet justement de compenser ce petit Alors des grain anecdotes, de on en a plein. C'est même difficile d'en choisir une, mais c'est vrai que, dans toutes les expériences qu'on a eues, humainement, on a fait des rencontres hallucinantes. On est partis en vacances chez des hôtes. Certains nous ont emmenés dans leur avion, un petit avion, voilà. Voilà, il y a les gens, certains pleurent quand ils partent de chez nous, ils pleurent quand ils reviennent. Donc je peux pas te faire un concentré, mais les gens, on se rend pas compte, mais souvent ils vivent quelque chose d'extraordinaire chez nous, ce qui est le but. Mais des fois, ça dépasse ce que nous on pense. Donc il y a des moments qui sont incroyables, mais on a eu des Australiens qui ont cassé leur voiture, dans chez nous,
et qui ont du coup, pas pu prendre l'avion, tout ça. Bon, donc on les a gardés plus longtemps que prévu et ces gens-là, ils vivent un truc, chez toi, tu vois, qui les rassure, tu fais la traduction sur les assurances, enfin tu vis un moment de leur vie et vice versa, quoi. Donc on peut pas on peut pas sortir une anecdote, mais c'est plein d'anecdotes, quoi. Mais ouais, c'est humainement, c'est très riche. C'est Ouais, des beaux moments de ouais, partage et de rencontre en tout cas. exactement. Mmh. Quelles sont les principales, leçons que tu retiens de tout votre parcours jusqu'à maintenant? Je me dis que, c'est aussi un conseil pour, les futurs créateurs de projets, mais pour moi la leçon c'est que les la famille doit être entièrement, d'accord avec le projet. Parce que sinon c'est pas on s'en rend pas compte ça au début, mais en fait c'est un tel investissement, humain et en temps que si dans la famille, les enfants, le mari, même s'ils font autre chose, dans la vie, mais il faut pas qu'ils subissent. Donc en fait, il faut trouver le bon compromis pour que tout le monde ait un équilibre, par rapport à cette activité qui prend tout. Tu as pas beaucoup de loisirs, quoi. Ouais, justement cet équilibre, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que vous avez mis en place des choses avec Pascal pour vraiment bien, avoir des garder du temps en famille et séparer la vie pro, la vie perso? C'est compliqué parce que là sur, l'activité elle est jeune, enfin ça fait pas tellement longtemps qu'on a créé, cette activité ici à Rochefort. Mais, ce qu'on faisait en tout cas en Normandie, qu'on aimerait bien réussir à faire ici, c'est se dégager du temps et par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait fermé le dimanche soir. C'est un truc bête, mais, il y a un moment, on s'est dit: «On ferme les dimanches soirs, on fait plus d'accueil le dimanche soir». Et ici, on aimerait bien réussir à le faire. Alors c'est peut-être pas forcément le dimanche soir, ça peut être, je sais pas, tous les week-ends d'hiver. Enfin, on n'a pas encore trouvé une fois qu'on aura du recul sur notre activité, d'arriver à se dégager vraiment du temps pour, pour, décrocher, déconnecter quoi. Parce que tu es toujours en train d'y penser. C'est soit, le téléphone il sonne, à n'importe quelle heure, les réservations qui tombent, tu es toujours dedans. Donc ça c'est, la résolution, de l'année prochaine. Dégager un moment pour vous. Ouais, ouais. Vous avez des enfants? J'ai pas posé la question plus tôt et le projet, comment eux, ils le vivent? Donc j'imagine qu'effectivement ça a été, des discussions, tous ensemble pour que, comme tu l'as dit, personne ne subisse, mais est-ce qu'ils s'investissent dedans? Est-ce qu'ils comprennent vos choix? Alors, ils s'investissent de toute façon, ils étaient tout petits, les premiers quand on a démarré, donc ils ont toujours, connu ça et puis, on en a 3 et ils se posent pas trop de questions en fait. Eux, c'est leur vie, donc j'espère qu'ils subissent pas trop, je pense pas. On en parle, régulièrement et ils sont hyper investis parce que des fois ils accueillent les gens. Le dernier, bon, bah, maintenant il est grand, il a 18 ans, mais tout petit, des fois, il accueillait les Anglais parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Tu as l'école, tu as des gens qui arrivent. Quand les enfants sont jeunes, faut réussir à gérer tout ça, c'est pas toujours simple et et ça se faisait, assez facilement. Donc en fait, eux, ils et puis ils trouvent ça super chouette parce que des fois, tu as des gens connus, ils sont assez contents de dire qu'un tel a dormi chez eux. Donc ouais, ils aiment bien. Puis ils ont un chouette cadre de vie, hein, ils sont pas très loin de la mer, enfin ouais, faut juste réussir à leur donner le temps nécessaire, quoi. Quelles sont les envies d'évolution de votre activité? J'ai vu que vous aviez, 2 appartements aussi maintenant, 2 Ouais, gîtes. ouais. C'est assez nouveau ou Non, pas c'est tellement? pas nouveau. C'est pas nouveau, on les a ouverts, quasiment en même temps, enfin on a mis un peu plus de temps pour finir, les peintures, les choses comme ça, mais ça a ouvert quasiment en même temps et on en a le projet, c'est d'en faire un autre parce qu'il nous reste encore, 100 carrés à restaurer et ouais et donc de faire le troisième quoi.
Ah ça, c'est le C'est projet. attenant au bâtiment ou c'est carrément dans une autre C'est une rue, un autre autre, bâtiment, non, c'est dans le même bâtiment, mais c'est la partie accueil de la sous-préfecture. Ouais, c'est une autre porte. C'est séparé, hein, c'est indépendant, mais c'est dans le bâtiment est très grand et donc dedans c'est, tu avais une partie, accueil de la sous-préfecture et une partie vie du sous-préfet. Donc tout ça, c'est scindé à l'intérieur. D'accord. Et est-ce que c'est bien complémentaire pour toi d'avoir et chambre d'hôte et gîte? Parce que justement l'implication ou en tout cas, les attentes sont pas les mêmes. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que finalement tu aurais préféré faire des chambres d'hôtes en plus si tu en avais eu la possibilité? Je pense que 5 pour rester chambre d'hôte, c'est suffisant parce que ça fait quand même 10 personnes, chez toi, donc plus c'est humainement, bah, ça marcherait pas, quoi. Donc non, non, 5 chambres, c'est parfait et les studios là, T2, c'est très bien aussi parce qu'à Rochefort, on a un tourisme, de curistes et donc qui louent, beaucoup sur des périodes de 3 semaines. Donc en fait, nous, ça nous permet aussi d'avoir pas trop de gens à accueillir, tous les jours. Enfin, ça équilibre, au niveau des accueils, du temps passé avec les gens, donc et puis c'est très bien adapté, c'est à côté, donc c'était un choix. Enfin nous, c'était dans notre modèle économique, en fait, c'est ce qu'on cherchait à faire, donc c'était prévu comme ça. Quels sont les 3 conseils alors tu nous en as déjà délivré un, alors quels seraient les 2 conseils supplémentaires que tu peux donner à des porteurs de projets qui nous écoutent? Alors, oui, donc le premier c'était sur la famille. Effectivement, je pense que là, ça, c'est fondamental et hem, bah, peut-être de bien peser son investissement par rapport à la rentabilité. Parce qu'en fait, on sous-estime souvent ses travaux, et faut pas se mettre en danger, quoi. Voilà. Après, il y a des investissements, pour sa résidence, principale qu'on met dans sa maison, puis on rentabilise. On n'a pas forcément besoin de dégager un salaire, voilà, bon. Mais quand on fait des gros investissements, il faut quand même bien, bien gérer ça, quoi. Parce qu'on dépense toujours plus, hein, en Il y a travaux. toujours des mauvaises surprises. Ah ouais, voilà, donc il faut faire attention et ne pas sous-estimer la charge de Mmh. travail. Parce que ça, moi j'ai beaucoup d'expériences de gens au petit déjeuner avec qui on discute et qui ont l'impression que déjà qu'on va devenir riche, c'est pas vrai et puis, et que, bah, voilà, que c'est une activité, mais c'est tant mieux si c'est ça qu'on reflète, mais il faut quand même bien se dire que derrière, C'est un loisir. ouais, Mmh. derrière il y a beaucoup de travail, hein. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter? Alors, mail, téléphone, portable, SMS, Instagram, Facebook, Tout ça, tout ça. par tous les moyens. Ouais, ouais, aucun problème. Pour terminer, j'ai pour habitude de poser 2 dernières questions. La première, quel gîte ou chambre d'hôte te donne envie de préparer un baluchon pour partir le temps d'un week-end avec, enfant et mari? Ou juste le mari, hein? Alors ce sera sans enfant, ouais, ce sera sans enfant. Et puis ils veulent plus partir avec nous, Ah ouais, mais c'est ringard. ouais, voilà. Mais j'ai une petite liste, il faut faire un choix, mais il y a plein de chambres d'hôtes, moi, que je suis, que vous j complètement différentes de chez nous, donc il y en a énormément. Mais s'il faut faire une petite sélection, moi, j'en ai vu une super qui s'appelle «Quand la ville dort» à Agen. Génial. Voilà, donc là, ça a l'air super et puis, voilà, je t'en mettrai qu'une, mais il y en a plein. Bah, je la mettrai dans les notes de l'épisode.